Océan FM à Cotonou, écoutez chez nous ce que vous ne trouverez pas chez les autres. Jeudi 21 octobre 2021, chers amis auditeurs, auditrices de la radio des défis, bonjour et bienvenue dans votre émission de décryptage de l'actualité Océan Actu. Et vous le savez très bien que le sujet va dans tous les sens, les esprits se déchaînent, d'un côté des conservateurs radicaux et de l'autre des modérés et en dernière position des progressistes. Enfin, le Parlement béninois a tranché le débat. On en parlera donc dans cette émission avec nos invités déjà en studio. La deuxième attraction intellectuelle de ce matin portera sur l'obligation du pass vaccinal pour accéder au service public. Le gouvernement, dans un forcing indirect, l'avis des uns et des autres sera connu tout de suite. Il faut le savoir, il y a le sujet sur cette polémique autour de l'élargissement de la loi sur l'avortement en République du Bénin qui a été voté hier au Parlement. Nous allons en parler avec Joël Bossou. Il est journaliste correcteur au quotidien Le Matinal et nous allons recevoir aussi au téléphone Angèle Toboula. Et si tout va bien, il y a Lukman Tigane qui va nous rejoindre en studio. Il est déjà en route. Il nous l'a signalé tout à l'heure. Joël, bonjour. Oui, bonjour, bienvenue. Nous vous souhaitons bienvenue sur l'émission Océan Actu. C'est un plaisir. Puisque c'est la première fois que nous sommes ensemble ici. C'est un plaisir de partager quand même ce plateau avec vous. Un véritable plaisir de partager ce moment avec nous. Et nous allons donc parler, tel que je le disais tout à l'heure, de cette loi qui a été votée, cette loi sur la santé sexuelle et la reproduction modifiée. Désormais, l'avortement a été bien organisé pour qu'il n'y ait pas de clandestinité. Joël Bossou. Oui, effectivement, les députés ont adopté cette loi relative à l'encadrement de l'avortement. Je crois que ce qu'on peut dire, c'est que l'arsenal juridique béninois vient d'être renforcé. Dans le développement, nous verrons si les députés ont raison quand même de poser un tel acte ou non. Les députés ont raison de poser un tel acte ou non. Mais le point qui se pose, vous avez remarqué qu'il y avait de polémiques autour, où il y a certaines personnes, même la conférence épiscopale, qui s'est donc levée, qui a dit qu'on n'aille pas, en tout cas qu'on ne vote pas cette loi qui est contre la sacralité, il faudrait préciser. Mais en fait, le Parlement béninois n'a pas regardé tous ces éléments et est passé au vote. Oui, effectivement. Le sujet, la polémique est partie du président de l'Assemblée nationale, deuxième personnalité de l'État. C'est lui qui a affiché aux premières heures son opposition au vote de cette loi. Il a carrément estimé que ce n'est pas normal qu'on légalise l'avortement au Bénin, qu'il va voter pratiquement contre cette loi. Donc la polémique est partie de lui et par la suite la conférence épiscopale aussi s'est mêlée au débat, ce qui est normal. Donc voilà. Au-delà de tout, la position quand même du président de l'Assemblée quand même au début m'a quand même un peu intrigué parce que législateur et deuxième personnalité de l'État, je ne trouve pas qu'il était bien pour lui de mettre un tel sujet sur la place publique. Il devait connaître quand même les tenants et les aboutissants. Les tenants et les aboutissants. Nous avons Angèle Toboula qui est en ligne. Il y a la manchette du quotidien Le Matinal qui placade décès liés aux avortements clandestins au Bénin, des chiffres alarmants qui appellent à agir et le Parlement béninois a agi. Angèle Toboula. Oui, d'abord, bonjour, bienvenue à Wassaga et bonjour le plateau. Bonjour à vous aussi. Vous voulez me faire sans dire bonjour? Non mais je vous ai déjà annoncé, je sais que vous êtes en très belle forme ce matin, donc je me suis dit que vous allez donc me faire le retour et c'est ce que vous avez fait. Alors, bienvenue, on va y aller à l'essentiel. D'entrée de jeu, moi je tiens déjà à dire que c'est pas la 8e législature qui légalise l'avortement comme le disent
tout le monde. Le commun des mortels. Voilà, comme le dit le commun du commun mortel. L'avortement a été légalisé, s'ils veulent emprunter ce terme, légalisé depuis 2003. Et c'est justement parce qu'il existe une loi qu'on veut procéder ou qu'on a procédé à sa modification. Donc il faudrait que le Béninois lambda sache déjà que l'avortement était déjà autorisé depuis plus de... ça fait quoi, 18 ans, non? 18 ans, depuis plus de 18 ans. Voilà. 2003, oui. En dehors de ça, comme le disait tout à l'heure Joël, c'est le président de l'Assemblée nationale qui a plus ou moins lancé la polémique en affichant publiquement sa position. On ne peut pas le lui reprocher. Mais en tant que législateur, et qu'il vous souvienne qu'il n'y a pratiquement pas de loi votée par cette législature, que ça ne soit à l'unanimité. Donc, du coup, on s'est tous étonnés de voir publiquement ou de lire publiquement cette position du président de l'Assemblée. Là, je suis encore sur la forme, je ne suis pas encore allé sur... Donc... Oui, en attendant que vous alliez sur le fond, il y a Lukman Tigani qui nous a rejoint en studio, donc nous allons vous interrompre momentanément et prendre donc aussi les avis de Lukman Tigani sur la question. Nous allons vous revenir, Angèle Toboula, je sais que vous seriez toujours en ligne avec nous, si je ne me trompe. Je suis là. D'accord. Lukman Tigani, bonjour. Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs de OCF. Nous étions donc en train de parler de cette loi qui a été votée à l'unanimité par le Parlement béninois, la loi sur la santé sexuelle et la reproduction modifiée, qui parle donc des questions des IVG et donc de l'avortement, il faudrait le préciser. Et quel est votre avis si on sait que l'avortement se faisait de manière clandestine? Oui, je pense que je voudrais d'abord remercier les députés. Et bien avant les députés, remercier le gouvernement pour cette proposition, ce projet de loi qui a été introduit par le gouvernement. En tant qu'acteur de la société civile et fort de 15 ans d'expérience sur le terrain, je pense que ce projet de loi ou cette loi qui a été votée vient changer un peu l'environnement institutionnel et législatif de notre pays. Ça a été le vœu de beaucoup d'acteurs de la société civile, beaucoup d'acteurs qui ont la chance de s'intéresser aux questions de santé sexuelle et de la reproduction. Parce qu'en 2003, lorsque la loi 2003-04 portant santé de la reproduction, santé sexuelle et de la reproduction a été votée, nous étions plus ou moins soulagés pour dire qu'aujourd'hui, la loi donne un certain nombre de directives et d'orientations stratégiques sur les questions de santé et de reproduction. Et en tant que son article 17 parlait déjà des conditions d'accès aux interruptions volontaires de grossesse. Mais avec les années passant et avec le constat sur le terrain, nous nous sommes rendus compte que cet article 17, oui, a pris une option restrictive, mais n'était vraiment pas en phase avec les réalités du terrain. Je ne reviendrai pas sur les taux de décès mortels qui sont dus 1/5 à des causes d'avortement clandestin, parce que vous avez 3 principales causes. Vous avez l'hémorragie, vous avez l'éclampsie qui est due à des questions de tension artérielle pendant l'accouchement, et vous avez les causes qui sont liées aux avortements clandestins, qui eux-mêmes ont des conséquences très très fâcheuses. Donc Lukman Tigani, à vous suivre, c'est pour donc éviter les avortements clandestins qu'on est arrivé donc à voter cette loi. Oui, il faut comprendre le contexte pour dire qu'aujourd'hui, la loi de 2003 a fixé des conditions plus ou moins restrictives. Au-delà de ces conditions, nous savons tous qu'il y a des pratiques d'avortement clandestin dans nos communes. Nous savons que dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos centres de santé, il y avait des pratiques d'avortement clandestin et que les conséquences étaient très très graves sur la santé des filles. Si vous avez suivi la plaidoirie du ministre de la Santé hier, il a parlé de cas de jeunes filles qui viennent avec des intestins emballés dans des tissus. Ce n'est pas de la caricature, c'est de la réalité. Vous avez des jeunes filles qui traitent même des séquelles d'avortement clandestin non réussi, non arrivé à terme, qui traînent ces séquelles pendant 1 an, 2 ans et après on voit les dégâts. C'est pour régler un peu ces conditions, pour dire aujourd'hui, la loi était restrictive, elle n'a pas tenu compte des réalités. Aujourd'hui, les réalités sont tout autres. Comment est-ce que nous faisons pour réduire les avortements clandestins et offrir de plus en plus de conditions pour avoir des avortements sécurisés? Et pour avoir des avortements sécurisés, il faut s'intéresser aux causes. Pourquoi les gens vont vers des avortements clandestins? Et l'une des causes aujourd'hui, c'est qu'il y a un certain nombre de conditions liées à la femme,
liées au foyer, liées au couple, qui amène déjà à décider de ne pas aller vers, de ne pas garder cette grossesse-là dès les premières semaines. Vous étiez en train de parler de l'article 17. L'article 17 nouveau, cette fois-ci, je vais le lire pour vous et pour les auditeurs et auditrices. Interruption volontaire de grossesse. L'interruption volontaire de grossesse est autorisée sur prescription d'un médecin lorsque la poursuite de la grossesse met en danger la vie et la santé de la femme enceinte. La grossesse, deuxième cas, c'est lorsque la grossesse est la conséquence d'un viol ou d'une relation incestueuse et que la demande est faite par la femme enceinte s'il s'agit d'une majeure ou par ses représentants légaux s'il s'agit d'une mineure. L'enfant à naître est atteint d'une affection d'une particulière gravité au moment du diagnostic. En aucun cas, l'interruption volontaire de grossesse ne doit être pratiquée comme un moyen de contrôle des naissances. Joël Bossou. Vraiment, je suis content par rapport aux précisions que vient de donner le spécialiste, la tête de la société civile. Ces précisions quand même clarifient un peu le débat, puisque avant que cette polémique ne soit mise sur la place publique, il n'y avait pas eu communication autour des réelles motivations du gouvernement. Donc c'est après la polémique qu'on a commencé par avoir des précisions, notamment aussi celle du secrétaire général du gouvernement. Je crois que ça vient un peu clarifier un peu les choses. Et par rapport à ce que vous avez dit, les différents articles cités, tel que le secrétaire général du gouvernement l'a dit, on constate effectivement que c'est pour encadrer un peu, puisque avec l'article, vous dites que l'IVG est autorisé, mais sous des conditions. Voilà. Par exemple, en cas de viol, en cas d'une grossesse émanant d'une relation incestueuse ou bien d'une affection. Oui. Donc, voilà quelques cas. Oui, mais il faut déjà le consentement, surtout de la femme. C'est une demande d'abord. Donc c'est pas dit que c'est automatiquement pour ce genre de cas on doit autoriser un avortement volontaire. Angèle Toboula est avec nous. Angèle, voilà la nouvelle disposition, je dirais, l'article 17 qui donc précise les cas dans lesquels on peut procéder, donc on peut aller vers l'avortement. Est-ce que vous ne voyez pas que l'ignorance de la population ou bien de certaines personnes ont contribué donc à la polémique autour donc de cette question? C'est ce que je disais au tout début. Maintenant, pour ne plus inutilement revenir sur ces détails-là, je voudrais en arriver finalement au fond de la loi qui a été... D'ailleurs, je vous y amène avec la loi que j'ai, en tout cas l'article 17 que j'ai lu. Justement, je pense que c'est au niveau du point 2 de l'article 17 que les débats se sont véritablement... Oui, je lis ça très rapidement si vous le permettez. L'article 17.2 dit ceci: l'interruption volontaire de grossesse envisagée en vertu de l'article 17.1 de la présente loi ne peut avoir lieu après 12 semaines d'aménorrhée. Et le 3 dit, je pense... Le 3 dit, lorsqu'en application de l'article 17.1 de la présente loi, la femme majeure enceinte sollicite l'interruption volontaire de grossesse, elle peut s'adresser directement à un médecin officiant dans une structure sanitaire publique ou dans une structure sanitaire privée compétente pour pratiquer l'interruption volontaire de grossesse, ou à un assistant social qui la réfère à une structure sanitaire compétente. Je ne sais pas si vous vous retrouvez dans cette disposition-là. Alors, je vous lis l'article 17.1 alors. À la demande de la femme enceinte, l'interruption volontaire de grossesse peut être autorisée lorsque la grossesse est susceptible d'aggraver ou d'occasionner une situation de détresse matérielle, éducationnelle, professionnelle ou morale incompatible avec l'intérêt de la femme et ou de l'enfant à naître. Voilà. Voilà, c'est justement là que les débats ont commencé hier. Je pense que l'Ousmane l'a aussi suivi. Le problème qui s'est posé, je trouve qu'il était pertinent. Comment on évalue la situation de détresse?
la situation professionnelle, la situation éducationnelle, etc. C'était là le débat. Sinon, dans le fond, moi je pense que c'est une loi qui est la bienvenue, puisque nous savons tous les conditions dans lesquelles les femmes avancent. Mais comment on évalue? Les députés sont juste à opposer le consentement de l'auteur de la grossesse avant qu'une décision ne soit prise. Mais non, j'ai aussi entendu d'autres parlementaires évoquer le fait que c'est parce que la femme peut-être voudrait mettre totalement un terme à la grossesse qu'on veut lui accorder ce pouvoir-là, puisque les discussions peut-être se sont menées entre elle et son mari, et puis au finish, elle estime que cela ne l'arrange pas, je suppose, en cas d'une situation professionnelle. Elle a un nouveau contrat et elle se retrouve enceinte. Le mari ne veut pas qu'elle avorte, mais elle estime que cette grossesse ne l'arrange pas. En pièce sur son nouveau contrat qu'elle veut signer. Donc, conclusion, elle avorte. Est-ce que ce sont ces cas de figure qui sont s'inscrits donc dans le cas de détresse émotionnelle, de professionnel, de professionnel et tout? On n'a pas réellement abouti à une décision ou à un processus des députés par rapport à ce point. Ils se sont retirés, ils ont suspendu la séance, ils se sont retirés. Ils ont revenu retirer tous leurs amendements et puis le texte a été voté à l'unanimité. C'est là où moi j'ai eu un petit hic parce qu'on n'a pas précisé. J'aurais voulu peut-être qu'ils se retirent ou permettre au gouvernement d'apporter des modifications. J'en sais trop rien, mais on a voté le texte en l'état. Là, il rejoignent un peu ceux qui estiment que bon, voilà, c'est une arme qu'on a donnée aux femmes. Quand elles le décident, elles le font. Quand bien même peut-être l'homme n'a pas envie qu'elle avorte, elle avortera. Mais d'autres me diront que ce n'est pas forcément la femme au foyer, ce sont les filles. Effectivement, ne mettons pas le nombre de cas de grossesse en milieu scolaire qu'on a enregistré ces dernières années, sinon l'année dernière, puisque cette année est en cours. Quand on considère tous ces facteurs, pour une fille qui tombe enceinte peut-être à 3 ans, dont le bassin n'est pas encore totalement développé, et qu'elle veut cacher cette grossesse à ses parents, elle va user de tous les moyens. Je pense que le ministre l'a dit. Quand une femme veut avorter, elle use de tous les moyens pour avorter, quitte à le faire de la manière la plus inacceptable possible. Donc, du coup, je pense qu'il y a des détails. Il y a des détails qui ont manqué à ce texte de loi-là, qu'il fallait apporter des détails qui ont manqué à ce texte-là, vous reprochez donc à cette loi l'explication autour des terminologies quand on parle donc situation de détresse matérielle, éducationnelle, professionnelle ou morale. Lukman Tigani, acteur de la société civile, il parlait tout à l'heure des chiffres des avortements. Nous allons lui demander peut-être, lui, il aurait compris ce qu'on met dans détresse matérielle, détresse professionnelle et détresse morale. C'est pas ce qui a été voté, finalement, le texte a été voté. Lui, il aura sa compréhension. Oui, mais dans la politique, il ne sera pas sa compréhension. Oui, mais le débat aura lieu devant les tribunaux lorsque le problème se posera. Et parce que à partir du moment du juge qui va être imposé. Oui, mais le législateur a laissé la place au juge. Donc peut-être les différentes explications qui vont suivre vont permettre. C'est pour ça que je pose la question à Tigani, si vous le permettez. Je voudrais juste retourner la question en nous ramenant dans notre contexte culturel et dans nos réalités. Qu'est-ce qui amène aujourd'hui une jeune fille qui tombe enceinte à recourir dans des conditions non légalisées, non sécurisées, à des conditions clandestines à aller avorter? Ne tombons pas dans le pied de la syntaxe détresse émotionnelle. Qu'est-ce qui amène aujourd'hui les jeunes filles à recourir à l'avortement clandestin? Nous les connaissons. Qu'est-ce qui amène aujourd'hui une jeune fille qui est dans un couple? Qu'est-ce qui amène aujourd'hui des parents? Je dis plus, qu'est-ce qui amène aujourd'hui des parents à prendre la main de leurs jeunes filles, à les amener dans des centres dans des rues? Parce qu'ils ne veulent pas que... parce que la responsabilité, avoir un enfant, c'est une responsabilité, le point de Tigani. Donc vous retrouvez dans l'article 17.1. Qu'est-ce qui amène un parent à de dire, ma fille va à l'examen, elle est en classe de 3e, elle ne peut pas tomber, elle ne peut pas garder cette grossesse, et qui amène les parents à amener leurs jeunes filles dans des cliniques clandestines pour aller pratiquer l'avortement? Nous connaissons les raisons, nous connaissons les motifs. On est en train de rentrer dans un jeu de syntaxe. C'est pour ça, hier, les députés, même le gouvernement,
le gouvernement n'a pas voulu rentrer dans ce pied de syntaxe, c'est ce que je comprends. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de détresse morale, détresse économique, nous savons tous de quoi il s'agit. C'est simplement pour dire lorsque les conditions économiques sont tellement alarmantes que la jeune fille ne peut pas garder cette grossesse, lorsque les conditions liées au cursus scolaire, professionnel de la jeune fille sont de telle sorte qu'aujourd'hui, cette grossesse peut constituer un handicap pour cette jeune femme. N'oubliez pas que nous sommes aujourd'hui en train de construire une société de plus en plus égalitaire dans laquelle les femmes puissent avoir beaucoup plus d'opportunités, non seulement à finir leur cursus scolaire, à avoir des opportunités durables sur le marché de l'emploi. Et aujourd'hui, pourquoi les jeunes filles, quand vous prenez la pyramide d'accès des jeunes filles à l'école, on a une base qui est plus large en bas, lorsqu'on monte, elle se rétrécit. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, au cours du cursus, il y a un certain nombre d'événements, un certain nombre de facteurs qui limitent la poursuite de l'éducation scolaire de la jeune fille. Je pense qu'il faut voir... C'est une loi qui participe à l'émancipation de la femme. Oui, ça permet aujourd'hui aux jeunes filles qui, accidentellement, se retrouvent dans des situations comme ça, de recourir avec, s'il vous plaît, avec l'avis et avec la contribution technique d'un juge et d'un médecin, de recourir dans le délai imparti si les conditions sont réunies. J'irai même plus loin. Hier, j'ai suivi le débat des députés qui demandaient la femme va pratiquer l'avortement, une femme mariée, il va sans son mari. Je l'ai caricaturé en disant, quand vous partez au boulot, et que votre femme prend 50 000, 60 000 chez vous, et qu'elle dit qu'elle va voir un gynécologue, vous ne savez pas ce qui se passe là. C'est des réalités que nous connaissons. Quand elle prend l'argent, elle dit je vais voir un gynécologue, je vais au marché. Dans la plupart des cas, les hommes, ils savent que leur avis formel n'est pas donné. Mais ils sont consentants, ils disent allons vers cela. Aujourd'hui, c'est difficile aujourd'hui de dire qu'on veut avoir forcément un avis d'un couple, c'est-à-dire de l'homme et de la femme, pour celle qui décide de son corps, celle qui garde les conséquences par rapport à son corps, c'est la femme. Il faut une femme qui est mariée, cette condition sera tellement délicate. Avant de vous poser cette question, je vais revenir à Joël Bossou, qui a fait d'impatience donc pour intervenir sur ce que vous étiez en train de dire. Oui, Joël. Oui, je crois que nous sommes entrés de plein pied dans le choc des convictions. Voilà. Un peu comme ça a eu lieu à l'Assemblée. Moi, à partir de ce moment, je peux exprimer mes convictions. Allez-y. Un aspect qui m'est venu à l'idée tout à l'heure, c'est que je trouve que c'est aussi une manière maintenant de faciliter la tâche à la femme qui est peut-être en couple et qui peut découcher, contracter une grossesse, et puisqu'elle ne veut pas que son mari, en cas de grossesse, son mari sache qu'elle a découché, peut-être elle peut aussi librement arrêter une grossesse comme ça. Elle le fait déjà. Étant donné que c'est légalisé, c'est fini. Ce n'est pas légalisé. Elles le font dans les conditions que vous avez décrites. Précisons les choses. À comprendre, Joël Bossou, dans son développement, il faisait comprendre que cette loi est en train d'ouvrir une mauvaise brèche. Il faudrait préciser à la femme donc de commettre de l'adultère, et l'adultère donc qui crée, en tout cas, qui fait qu'elle tombe enceinte à partir de ce moment, puisque ici il n'y a pas une affaire de consentement du couple pour pouvoir donc aller à l'avortement. Je voudrais que vous répondiez à cette question de Joël. La femme qui commet l'adultère, qui tombe enceinte avec son partenaire externe, va déjà pratiquer cet avortement de façon clandestine. Mais nous n'avons pas. Le problème, elle va déjà pratiquer l'avortement de façon clandestine. La loi ne légalise pas en disant oui, avant tu le faisais de façon clandestine, aujourd'hui tu le fais de façon officielle. C'est pas ce que la loi dit. La loi dit que tu le faisais de façon clandestine, ce qui est mauvais. Mais si tu continues de le faire, nous on t'offre la possibilité de ne plus le faire de façon clandestine, nous t'offrons la possibilité de le faire de façon sécurisée. La loi ne dit pas va le faire, nous allons t'applaudir. La loi dit c'est mauvais. On est d'accord par rapport à nos convictions, par rapport à notre morale, que c'est mauvais l'adultère, qu'un fruit issu d'un adultère, on est d'accord, vous et moi, que socialement c'est pas viable, et on dit ok, puisque c'est ça, et que vous allez le faire de façon clandestine, avec des conséquences sur votre vie, votre intestin qui traîne, vous avez de l'hémorragie, vous traînez des séquelles, nous ouvrons aujourd'hui une brèche pour dire,
c'est mauvais, vous voulez aller le faire, mais faites-le de façon sécurisée. Et la clandestinité, vous savez, les lieux clandestins, toutes les femmes ne le connaissent pas. Tout le monde connaît. Par contre, les lieux officiels, tout le monde connaît. Non, tout le monde connaît les lieux clandestins. Non, les femmes ne connaissent pas. Toutes les femmes, je dis toutes les femmes connaissent les lieux clandestins de façon directe ou indirecte. Elles ont une amie, elles ont une copine, elles ont même le partenaire avec lequel elles ont fait d'adultère qui connaît le lieu clandestin, qui donne même l'argent pour elle. Question de conviction. Nous allons revenir donc sur la vie en société parce que le législateur, en voulant voter une loi, doit tenir compte de certaines réalités sociologiques et aussi de certaines réalités culturelles chez nous parce que nous sommes en Afrique. Vous savez que quand on interrompt une grossesse, à un moment donné, vous pouvez ne pas avoir d'enfant. Vous, à tête de la société civile, vous êtes en train de défendre cette loi Lukman Tigane, mais sur cette question, je vous la pose d'ailleurs, répondez-nous. Oui, je voulais savoir, votre assertion, elle est scientifique ou elle est spirituelle? C'est pour ça la conférence épiscopale a intervenu, parce que les spirituels vous diront que cela agit sur la pérennité, je dirais, de la progéniture de cette personne-là. Ok. Je ne voudrais pas réagir au communiqué ou au discours de la conférence épiscopale, juste par respect pour leurs convictions religieuses, ni encore moins de l'Union islamique ou des autres religions si cela existe. Ce que je sais, c'est que des femmes catholiques, chrétiennes, musulmanes, orthodoxes, vaudouistes, pratiquent l'avortement dans des conditions clandestines et reviennent avoir des enfants. Vous aimez tellement cette affaire de clandestinité. En fait, nous ne légalisons pas, nous mettons fin, nous offrons des possibilités à mettre fin à la clandestinité. Et je dis, au-delà de nos convictions religieuses, au-delà de nos valeurs, nous avons des réalités socio-culturelles. Nous avons la pratique sur le terrain. La pratique, c'est qu'on a beau dire, on a beau mettre la Bible dans la main d'une femme, d'un homme, d'un jeune, on a beau pris le Coran, l'enfant a beau été à l'école coranique tous les dimanches, tous les samedis, il a beau été initié dans vos couvents, on connaît les valeurs, aucune religion ne désacralise la vie. Toutes les religions, qu'elles soient importées ou endogènes, considèrent la vie comme sacrée, mais dans les pratiques, nous les connaissons. Et nous disons, au-delà de vos convictions religieuses, nous sommes dans un environnement laïque. Nous offrons cette possibilité législative pour que des gens qui tombent au travers de leurs convictions religieuses, plutôt que d'être mis sous l'autel du couvent ou sous l'autel de leur église, puissent avoir des possibilités pour se réintégrer socialement. Donc au-delà des convictions religieuses, la loi ouvre la brèche. Ce n'est pas parce que la loi dit qu'il faut le faire que tout le monde y va. Moi je dis souvent que la loi dit, elle est légalisée. La loi dit, votre conviction religieuse ne vous permet pas d'y aller, n'y allez pas. La loi ne connaît pas de conviction religieuse qui autorise l'avortement clandestin. Pourtant les gens les pratiquent. Angèle Toboula, voilà une loi qui semble indirectement autoriser les escapades dans le foyer, puisque si quelqu'un tombe enceinte, la personne peut aller demander l'interruption de la grossesse. Elle n'autorise pas l'escapade. Quitter la clandestinité pour, en tout cas, pour quelque chose officiel en même temps là. Dit comme ça, bienvenue, c'est ça, et c'est activer la polémique. Non, je vous pose d'ailleurs la question, c'est une question que je vous pose. Je vous réponds, bienvenue, c'est pas ce que dit la loi. Maintenant, j'ai entendu tout à l'heure le même dire que toutes les fois, les femmes connaissent un compte clandestin. Vous aussi, vous le connaissez? Et ceux qui ne connaissent pas que je ne suis pas hypocrite, on va te dire, on n'en connaît pas. Voilà. Vous avez des amis qui connaissent et qui peuvent vous orienter au moment opportun. Angèle Toboula ne connaît pas. Le droit, je ne pas là. C'est que moi, je connais. C'est ça la méthode de père. Et ça, c'est pas un avortement clandestin. C'est des avortements qui se font, avec l'aide d'un professionnel de la santé. Et ce sont les avortements parfois, en tout cas à travers des médicaments. Je ne vais pas le développer sur l'antenne parce que nous sommes sur une radio. Je ne sais pas si vous êtes spécialiste. Moi, je ne connais pas de lieu d'avortement clandestin. Maintenant, moi, je pense qu'au-delà du débat sur le fait qu'il faudrait ci, il faudrait ça, un autre problème que la loi a peut-être omis. On permet aussi, parce que moi je peux pas dire aussi, puisque les femmes, elles ne sont pas nombreuses à vouloir avorter quand il s'agit de se retrouver, quand elles sont déjà en couple ou dans un foyer. Donc c'est plus destiné aux filles, non majeures, sans faire, tout dépend des conditions. Voilà, c'est autorisé.
Mais quand le professionnel de santé, peut-être, nous pas une conviction personnelle, selon sa religion, tout ce que c'est croyant, tout ce que vous voulez, refuse de pratiquer pourtant la fille en a droit. On procède comment? Voilà moi l'autre préoccupation que j'ai en tête depuis hier. Le test est plus ou moins lié par rapport à ce détail-là. Vu que Lookman est un praticien, quand je dis praticien, il est acteur de la société civile. Il est confronté à ces cas-là régulièrement, les filles se font avancer de façon clandestine. Mais voilà qu'elles ont le droit de le faire quand elles le veulent. C'est exactement ce que le texte dit, c'est quand vous le voulez. Je ne suis pas contre le test, mais quand le gynécologue vers qui la fille est allée, vers les parents de la fille sont allés pour pratiquer cet avancement-là, mais le gynécologue, le premier refus, le deuxième refus, le troisième refus, comment ils font ou comment elles font? Voilà une préoccupation. L'administrateur, c'est un devoir que quand quelqu'un vous demande de pouvoir donc pratiquer ce qui est autorisé dans notre République, c'est vrai que pour raison de conviction, et je dirais conviction personnelle, le gynécologue peut refuser, mais il doit avoir des tests qui encadrent ces genres de situations, si je me trompe. Les tests seront bon encadrés, mais le gynécologue, d'ailleurs, il y a la conscience professionnelle. Oui. Et il a aussi des conditions, comme je le disais tout à l'heure, il n'est pas obligé, en tout cas le test ne l'oblige pas. Et je suis d'accord. Le test dit la fille a le droit, mais est-ce que le gynécologue a le devoir? Et je ne l'ai lu nulle part, à part les droits de la fille, ils ont évoqué les peines en cas d'avortement clandestin et tout le reste. Voilà, donc il n'y a pas d'obligation pour le médecin qui doit pratiquer cela. Moi, ce que je comprends mal, ce qui a été fait hier par l'Assemblée nationale. Moi, je crains que ce test soit encore à l'Assemblée pour procéder à une autre révision ou à une autre modification, puisque comme vous l'avez certainement suivi par rapport aux autres lois, notamment du code électoral, il y a plusieurs cas de publication que les lois ne prévoient pas. Angèle, permettez-moi de vous arrêter. En tout cas, je vais vous marcher sur la route, permettez-le-moi, parce que le temps qui nous est imparti est en train donc d'aller à son thème. Je vois Lookman qui veut intervenir. Le sujet nous a pris pratiquement tout notre temps, il faudrait le préciser. Et ça, demain encore, nous allons revenir là-dessus parce que le sujet est très intéressant, puisque demain sera vendredi. On va parler de ce sujet-là parce que la loi, il faudrait qu'on puisse décortiquer. J'espère que par la grâce de Dieu, vous serez aussi avec nous, et je vous laisse partir pour cette journée parce que le temps, en tout cas, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a Lookman qui demande à parler, il y a Joël aussi qui demande à parler. Vous voyez que le sujet suscite assez de débats. Je vais leur permettre une minute de parler et en vous laissant partir. À bientôt là. Oui, je voudrais d'abord dire que la loi modificative, elle seule ne suffit pas. Il faut aller prendre la loi 2003-04 pour savoir tout ce que la loi dit et intégrer les nouveaux articles. Donc vous proposez une lecture croisée? Oui, il faut faire une lecture croisée de la loi. Ensuite, il faut voir les politiques, les normes standards dans le domaine de la santé, dans le domaine de la médecine. Et la question de conscience professionnelle par rapport aux valeurs morales et éthiques, c'est un long débat philosophique dans lequel on pourra si vous le permettez, vous allez nous dire, en tout cas tout à l'heure, en thème, si on peut vous recevoir demain pour en parler. Moi, je peux dire, c'est qu'au-delà de la loi, il faut la sensibilisation, beaucoup de sensibilisation, parce que le réel débat, c'est au niveau des pesanteurs sociologiques aussi, puisqu'on parle d'enfants bâtards, enfants issus de viol, enfants incestueux. Moi, je me dis, est-ce qu'un enfant incestueux ou bien un enfant issu de viol est mal né? Parce que parmi ces gens d'enfants, on peut avoir des présidents de la République. Est-ce que sous ce chef cette conception, on peut décider de mettre fin à une vie? Donc c'est autour de ces questions, il faut rester aussi beaucoup la sensibilisation. Joël, vous êtes très attaché donc à cette réalité qui semble un peu être spirituelle. Il faudrait dire aussi, parce que quand vous parlez de la destinée de cet enfant, le législateur n'a pas tenu compte de la destinée de cet enfant, mais a tenu compte de l'intérêt de cet enfant. On aura bien le temps de discuter de cela. Nous allons passer très rapidement au deuxième sujet de cette émission. C'est le pass vaccinal qui est devenu donc en tout cas obligatoire pour bénéficier des services publics. Oui, c'est une décision du gouvernement en conseil des ministres. Je ne connais pas les raisons qui justifient cela.
Mais je comprends juste que pour ceux qui n'ont pas eu la chance de recourir au vaccin, ils sont obligés, si je me trompe, de faire un test de PCR dans les 48 heures avant d'avoir accès aux édifices publics. J'attends de voir la mise en pratique de cette décision. Je pense que sur le terrain, nous aurons beaucoup de problèmes. Est-ce que ce n'est pas une manière indirecte de contraindre les gens? Je ne le vois pas comme ça, mais je pense que j'attends de voir l'opérationnalisation de cette mesure. Je pense que ça va être très très difficile. Parce que lorsque vous parlez de service public, c'est pour dire que si je dois aller payer la facture à la FBE et que dans mon ménage personne n'est vacciné, je ne peux pas avoir accès à un guichet. Ça veut dire que mes amis qui doivent aller payer des impôts au trésor, s'ils ne sont pas vaccinés, ils ne peuvent pas avoir accès. Donc, lorsqu'on parle de service public, moi, je veux savoir de quoi il s'agit. Et il y a un problème que moi j'ai depuis un certain nombre de temps, c'est la question du vaccin. Oui, très rapidement. C'est la question du vaccin. Je pense que nous communiquons beaucoup mal. Nous communiquons beaucoup mal pour amener nos populations à s'approprier la nécessité d'aller se vacciner. Il faut revoir la communication. Il faut revoir la communication parce que les expériences ont montré que les méthodes ou les dispositions que l'on prend pour obliger des gens à recourir à des services, pour obliger des gens à recourir à des solutions, surtout dans le domaine de la santé, ces dispositions n'ont jamais marché. Cette disposition... C'est pour ça que vous avez vu un moment donné, on a obligé les gens savaient qu'ils pouvaient le faire facilement, mais il y a eu des situations où des gens sont allés trafiquer des carnets. Ce que moi je vais dire, c'est que nous sommes face à une situation, à une maladie dangereuse qu'on ne maîtrise pas. Et donc, il faut parer au plus pressé. C'est pour ça que la vaccination devient, disons même, une affaire d'obligation. Donc, cette mesure du gouvernement, moi je ne dis pas que forcément c'est pour faire chaud la main, c'est pour inciter les populations à aller. C'est déjà terminé par ici, chers amis. Joël Samson Bossou, je précise que vous êtes journaliste correcteur au quotidien Le Matinal. Lukman Tigani, acteur de la société civile. Merci pour votre expertise que vous avez apportée à cette émission. Nous sommes donc à la fin de cette émission telle que vous le voyez déjà. À demain, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous nous retrouvons avec le même plaisir. Océan FM à Cotonou, écoutez chez nous ce que vous ne trouverez pas chez les autres.